C'est pour ton bien, tu sais. Elle a prononcé cette phrase avec un sourire calme, presque tendre, en ajustant les assiettes sur la table de Noël. Un sourire de ceux qui ne laissent aucune place à la contradiction. J'ai levé les yeux vers elle. J'aurais pu répondre. J'aurais pu demander en quoi. Je ne l'ai pas fait. Le silence ce soir-là est tombé lourdement entre nous. Pas un silence de fatigue, un silence imposé déguisé en sollicitude. À ton âge, c'est mieux comme ça, a ATAL ajouté, en servant le plat principal sans même me regarder vraiment. À ton âge, ces mots avaient déjà été prononcés tant de fois, qu'ils semblaient inoffensifs. Et pourtant ce soir-là, quelque chose a résisté en moi. Une crispation discrète, mais nette. Comme un fil que l'on tire trop longtemps et qui finit par se rompre. Je me suis contentée d'acquiescer. Autour de la table, les conversations continuaient. Mon fils riait, les enfants parlaient trop fort. La fête suivait son cours parfaitement réglé. Personne n'a remarqué que je ne mangeais presque pas. Elle a repris plus tard, en rangeant la cuisine. On a parlé avec ton fils. On pense que certaines choses seront plus simples si on s'en occupe à ta place. Toujours ce on. Jamais toi, jamais qu'en penses-tu. Tu n'as plus à te fatiguer, a-t-elle ajouté. Fais à nous confiance. Fais à nous confiance. Cette phrase, je l'avais déjà entendue. Elle sonnait comme une promesse. Je comprenais trop tard qu'elle fonctionnait surtout comme une injonction à me taire. Je n'ai pas répondu. Je suis montée me coucher pendant que la maison continuait de librer en bas. Des rires, de la musique, des verres qui s'entrechoquent. Noël se fêtait sans moi déjà alors que j'étais encore là. Allongée dans le noir, je repassais chaque phrase. C'est pour ton bien. Une formule douce, presque affectueuse, qui ne supporte aucune contestation, qui transforme toute objection en caprice, toute inquiétude en faiblesse. Ce n'était pas la première fois qu'elle parlait ainsi, mais c'était la première fois que je voyais clairement ce que ces mots cachaient, une décision prise ailleurs sans moi, à propos de moi. Le lendemain matin, je me suis levée tôt. La maison dormait encore. Sur la table du salon, un dossier était resté ouvert. Par négligence, sans doute, ou par habitude, j'ai reconnu immédiatement les papiers. Les miens, je les ai parcourus lentement, trop lentement pour que ce soit anodin. Des annotations, des copies, décisions déjà envisagées. Rien n'était encore finalisé, mais tout était préparé, organisé, pensé, sans moi. Quand elle est entrée dans la pièce, elle s'est figée une seconde. « Oh, tu es déjà levé ?» J'ai relevé les yeux. « Oui, ne t'inquiète pas, Aata, elle dit aussitôt. C'est vraiment pour ton bien. C'est à cet instant précis que j'ai vu clair. » Pas de colère, pas de cri, une évidence froide. Ce bien dont elle parlait n'était pas le mien. C'était le leur confort, leur tranquillité, leur contrôle. Je me suis surprise à sourire. Un sourire différent, intérieur, comme si quelque chose venait de s'aligner enfin. D'accord, et ai-je répondu calmement. Elle a semblé soulagée. Elle a cru que, comme toujours, le silence signifiait l'acceptation. Elle ignorait que ce silence-là n'était plus une habitude. C'était un choix. Ce matin-là, après Noël, je n'ai pas discuté. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas demandé à être rassurée. J'ai refermé le dossier, doucement, avec méthode. Et pour la première fois, depuis longtemps, je n'ai plus confondu protection et dépossession. Elle croyait agir pour mon bien. Elle ne savait pas encore que ce bien, j'allais bientôt le définir moi à même. Sans éclat, sans vengeance visible, mais avec une clarté que plus personne ne pourrait ignorer. Avant ce Noël-là, avant ce sourire trop calme et ces mots qui semblaient pleins de sollicitude, il y avait une vie que je croyais simple, pas parfaite, mais cohérente. Une vie construite sur l'idée que chacun, à sa place, faisait de son mieux, et que le temps, à défaut d'effacer les tensions, les rendait plus supportables. J'ai longtemps pensé que vieillir, c'était apprendre à lâcher prise. J'y voyais une forme de sagesse. Moins vouloir contrôler, moins s'accrocher, accepter que les choses se fassent autrement que comme on les avait imaginées. Cette philosophie m'avait aidé à traverser bien des étapes. Je ne me rendais pas compte qu'elle pouvait aussi servir de prétexte à mon effacement. Quand mon fils s'est marié, j'ai accueilli sa femme avec une bienveillance sincère. Je savais que chaque couple construit ses propres règles, ses propres équilibres. Je ne voulais pas être cette belle mère envahissante dont on se méfie. J'ai choisi la discrétion, l'écoute, le respect de leur intimité. Au début, elle me demandait mon avis. Ou du moins, elle faisait semblant. « Tu ferais comment, toi ?» demandait-elle parfois. Je répondais avec prudence, consciente que mes réponses ne seraient peut-être jamais suivies. Cela ne me vexait pas. Je pensais que proposer sans imposer était une marque de maturité. Peu à peu, les choses ont changé. Mes conseils sont devenus des références lointaines, puis des habitudes dépassées.
Aujourd'hui, on fait autrement, disait-elle souvent sur un ton neutre. Je souriais. Les générations évoluent. C'est normal. J'ai commencé à entendre cette phrase de plus en plus souvent. À ton âge, tu n'as plus besoin de t'en occuper. Au début, je l'ai prise comme une attention, une façon de me soulager. Je n'ai pas vu qu'elle traçait aussi une limite, une frontière invisible entre ce qui me concernait encore et ce qui allait désormais se décider sans moi. Je continuais à aider quand on me le demandait, garder les enfants, être disponible, écouter. Là, ma présence était précieuse, mais quand il s'agissait d'organiser, de décider, de prévoir, je devenais secondaire, pas exclue, mise de côté. C'est plus subtil et donc plus difficile à contester. Je me disais que c'était le prix de la paix familiale, que refuser ce glissement aurait créé des tensions inutiles. Je préférais être utile que centrale, aimer que consulter. Je n'avais pas encore compris que l'amour sans considération finit par se transformer en gestion. Il y avait pourtant des signes, des décisions annoncées une fois prises, des dossiers que je ne voyais plus, des discussions qui s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce. Rien de suffisamment brutal pour provoquer une rupture. Juste assez pour m'apprendre à ne plus poser certaines questions. Je me souviens d'une fois où j'avais osé dire « J'aimerais quand même comprendre ». Elle avait souri doucement. « Ne t'inquiète pas, c'est pour ton bien ». Cette phrase m'avait apaisée, à l'époque, parce qu'elle me dispensait d'insister. Elle me permettait de rester à ma place sans me sentir rejetée. Je ne voyais pas encore que cette place était en train de se réduire. Noël avant était mon refuge, un moment où je retrouvais naturellement ma légitimité. Tant que j'étais là, autour de la table, je me disais que rien n'était vraiment perdu. Les traditions me rassuraient, elles donnaient l'illusion que l'essentiel était intact. Je n'ai pas vu que ces traditions devenaient un décor, une façade derrière laquelle se réorganisaient des décisions plus profondes. Je continuais à croire que la douceur suffisait à protéger sa place, que le respect viendrait de lui à même par reconnaissance. Quand je repense à cette vie d'avant, je n'éprouve ni honte ni amertume. J'ai agi selon mes valeurs. J'ai privilégié l'harmonie. J'ai cru que l'on protège une famille en se faisant plus petite quand il le faut. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'à force de rapetisser, on finit par disparaître aux yeux de ceux qui décident. Et quand on disparaît assez longtemps, d'autres commencent à penser qu'ils savent mieux que vous ce qui est bon pour vous. Ce Noël-là n'a pas brisé une illusion heureuse. Il a révélé une réalité déjà en place. Et en regardant en arrière, je comprends enfin que si j'ai accepté si longtemps qu'on décide pour mon bien, c'est parce que j'avais confondu la gentillesse avec le renoncement à moi, à même. Je ne saurais dire exactement quand tout a commencé à se fissurer. Les humiliations ne se présentent jamais sous une forme nette. Elles s'installent par touches légères, presque invisibles, comme si leur discrétion les rendait légitimes. On ne les reconnaît pas tout de suite, surtout quand on a appris à faire passer les autres avant soi. Au début, il y avait ces regards échangés au-dessus de ma tête, des silences soudains quand j'entrais dans une pièce, rien de frontal, juste assez pour me faire comprendre que certaines conversations ne m'étaient plus destinées. Je me disais que c'était sans importance, que tout le monde avait droit à ces espaces. Et puis, il y a eu les décisions annoncées après coup. On a pensé que c'était mieux comme ça. Toujours ce on, une entité floue, confortable, derrière laquelle on peut se cacher. On ne me demandait plus mon avis. On me tenait informé parfois, comme on informe quelqu'un d'un changement d'horaire. J'ai commencé à remarquer que l'on parlait de moi à la troisième personne, même quand j'étais présente. Elle se fatigue vite maintenant. Elle n'a plus vraiment besoin de ça. Je souriais. Je hochais la tête. Intérieurement, quelque chose se refermait. Les remarques se voulaient bienveillantes, toujours. C'est ce qui les rendait si difficiles à contester. Si je réagissais, j'aurais eu l'air ingrate, excessive. On essaie juste de t'aider, aurait-on dit. Alors je me taisais. Un jour, elle a déplacé certaines de mes affaires pour faire de la place. Des objets choisis, rangés depuis des années, déplacés sans me demander. Quand je l'ai remarqué, elle a répondu « Ne t'inquiète pas, je les ai mises de côté, de côté ». Comme si mes affaires, et par extension moi-même, devenaient encombrantes. Je me suis mise à douter de mes propres réactions. Était-ce vraiment grave? N'exagérais-je pas? Je cherchais sans cesse à relativiser. C'est ainsi que l'on s'adapte à l'inconfort. En le niant doucement, les repas étaient devenus plus courts, plus rapides. On ne me demandait plus comment j'allais. On me demandait si j'avais besoin de quelque chose. Nuance subtile mais essentielle. Besoin pas envie. Fonction pas désir. Ex que si procar on me quoi. Ex que si pas désir. Je me souviens d'un après-midi où elle m'a dit « Repose à toi, on va gérer ». Elle avait déjà pris les clés, elle parlait en marchant. La phrase n'attendait pas de réponse.
J'ai senti ce jour-là que je n'étais plus un sujet mais une variable, quelque chose à optimiser, à soulager, à contrôler doucement pour éviter les imprévus. Les humiliations n'étaient jamais publiques. Elles se produisaient dans l'intimité, là où aucun témoin ne peut confirmer ce que l'on ressent. C'est ce qui les rend si efficaces. Elles vous isolent de l'intérieur. Je continuais pourtant à me rendre utile, à anticiper, à faire en sorte que tout se passe bien. Plus je m'effaçais, plus on me félicitait pour ma sagesse. On me remerciait de ne pas compliquer les choses, comme si ma valeur résidait dans mon absence de résistance. Il m'arrivait de penser, si je parle, je vais briser quelque chose. Cette pensée m'a retenu longtemps. Je croyais encore que ce qui se briserait serait précieux. Je n'avais pas compris que ce qui tenait ainsi n'était qu'un équilibre injuste. Je devenais invisible à force d'être conciliante. Invisible, mais toujours responsable. Car lorsque quelque chose n'allait pas, on se tournait vers moi. Pas pour décider, mais pour réparer, pour rassurer, pour absorber. Ces petites humiliations ne m'ont pas détruite. Elles m'ont préparée. Préparée à ce moment précis où j'allais cesser de me demander si j'avais le droit de ressentir ce que je ressentais. À force d'être traitée comme quelqu'un à protéger contre elle-même, j'ai compris que le vrai danger n'était pas l'âge, mais le silence que l'on m'apprenait à garder. Et sans le savoir encore, je commençais déjà à voir clair. Il y a toujours un moment précis où l'on cesse de douter. Pas un cri, pas une scène spectaculaire, un détail concret, une preuve. Quelque chose que on tient entre ses mains et qui rend impossible toute négation. Pour moi, ce moment est arrivé un matin ordinaire, quelques jours après Noël. La maison était silencieuse. Mon fils et sa femme étaient sortis tôt, pressés comme souvent. J'étais seule, entourée de cette tranquillité trompeuse qui désormais me mettait mal à l'aise. Je cherchais un document précis, rien d'urgent, une simple vérification. J'ai ouvert un tiroir que je n'ouvrais presque plus. Il n'était pas verrouillé, juste rangé autrement, trop autrement. Les papiers n'étaient pas là où je les laissais d'habitude. Certains avaient disparu, d'autres avaient été déplacés, classés, annotés. J'ai senti une tension immédiate, presque physique. Le corps reconnaît l'intrusion avant même que l'esprit ne formule quoi que ce soit. En fouillant plus loin, j'ai trouvé un dossier. Mon nom était inscrit dessus, écrit d'une autre main que la mienne, soigneusement, comme si tout cela avait été fait avec méthode sans précipitation. À l'intérieur, il y avait des copies, des relevés, des projets de démarche. Rien n'était encore signé, rien n'était finalisé, mais tout était prêt, pensé, anticipé sans moi. J'ai pris le temps de tout lire, lentement, ligne après ligne. Chaque phrase confirmait ce que je n'osais pas encore formuler. On avait décidé de gérer à ma place, de prévoir pour moi, d'organiser l'avenir comme si j'étais déjà en retrait, déjà incapable, déjà absente. Ce n'était plus une impression, ce n'était plus une accumulation de petites humiliations. C'était un acte clair, concret. Une tentative de dépossession douce, enveloppée dans un vocabulaire rassurant. Quand elle est rentrée, elle m'a trouvée assise, le dossier posé devant moi. Elle s'est arrêtée net, une fraction de seconde, assez pour comprendre qu'elle savait. Tu es tombé là-dessus, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai levé les yeux vers elle. Elle a repris aussitôt sur ce ton qui se voulait calme. Ne t'inquiète pas. C'est juste pour t'aider. Encore cette phrase. C'est pour ton bien? Je lui ai demandé très simplement. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Elle a soupiré. Un soupir d'agacement contenu. Parce que tu te stresses pour rien. Et parce qu'à ton âge, il faut parfois accepter qu'on prenne le relais. Le relais. Comme si j'étais en train de tomber. Comme si j'avais demandé de l'aide. Comme si ce passage de main allait de soi. Je me suis alors tournée vers mon fils. Il était là, silencieux. Il regardait le sol. Il n'a rien dit. Pas un mot pour nier. Pas un mot pour expliquer. Ce silence-là était plus violent que toutes les phrases. C'est à cet instant que quelque chose s'est figé en moi. Une certitude froide, nette. Ils n'avaient pas seulement agi sans moi. Ils avaient compté sur mon habitude de me taire pour aller jusqu'au bout. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement refermé le dossier doucement. Comme on ferme une porte que l'on n'ouvrira plus de la même façon. D'accord, et ai-je dit. Ils ont cru que j'acceptais. Ils ont cru que, comme toujours, la discussion était close. Quill avait gagné du temps. Ils ne savaient pas encore que ce d'accord n'était pas une reddition, mais un point de bascule. À partir de ce moment, je n'ai plus cherché à comprendre leurs intentions. Elles n'avaient plus d'importance. Ce qui comptait, c'était le fait, et le fait était simple. On avait tenté de décider de ma vie sans mon accord. Ce jour-là, je n'ai pas dormi, pas à cause de la peur, à cause de la clarté. Les pensées s'organisaient d'elles-mêmes, calmes, précises. Je revoyais chaque scène passée, chaque phrase anodine,
Chaque c'est pourtant bien prononcé avec douceur. Tout s'alignait enfin. Je n'étais pas face à un malentendu. J'étais face à une stratégie, et dans ce silence nocturne, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai plus cherché à préserver. Je n'ai plus cherché à arranger. J'ai accepté une idée simple, presque libératrice. Je ne serai plus la victime consentante d'une injustice polie. Ce qu'ils avaient commencé sans moi, j'allais désormais le reprendre avec méthode, avec calme et avec la loi de mon côté. Les nuits qui ont suivi n'avaient plus rien de reposant. Je ne dormais pas vraiment, mais je ne veillais pas non plus. J'étais dans cette entre à deux, où l'esprit travaille sans relâche pendant que le corps reste immobile. Chaque heure semblait déposer une couche supplémentaire de lucidité. Je repassais les scènes non pour me faire mal, mais pour comprendre comment j'en étais arrivé là, sans m'en apercevoir plus tôt. Comprendre à quel moment la confiance s'était transformée en délégation forcée. Comprendre surtout pourquoi j'avais si longtemps confondu calme et sécurité. Je me souvenais de toutes ces fois où j'avais dit ce n'est pas grave alors que ça l'était. De ces fois où j'avais souri pour éviter un malaise. De ces compromis que je croyais temporaires et qui étaient devenus structurels. On ne s'efface jamais d'un seul coup. On apprend. On s'entraîne. Et un jour, on ne sait plus comment reprendre sa place. Ce qui m'a frappé, au fil de ces nuits, ce n'était pas leur audace. C'était ma constance à vouloir préserver. Préserver quoi, au juste? Une paix fragile, une image de famille harmonieuse, un rôle de mère rassurante, même quand on ne me rassurait plus. Je me suis posé une question simple, presque brutale. Si je n'agis pas maintenant, que restera Athéaï de moi dans un an? La réponse est venue sans détour. Il ne resterait qu'une silhouette aimable, entourée de décisions prises ailleurs. Une présence tolérée, encadrée, gérée. Cette perspective ne m'a pas fait peur. Elle m'a réveillée. J'ai commencé à noter des dates, des phrases exactes, des faits, pas des ressentis, des éléments concrets. J'avais compris une chose essentielle. Ce qui m'avait maintenu dans le doute pendant des années, c'était l'absence de preuves tangibles. Désormais, je voulais de la précision. Je priais parfois. Pas comme on demande un miracle, mais comme on demande de la clarté. Je ne cherchais plus à ce que les autres changent. Je cherchais à savoir ce que moi j'étais prête à accepter encore. La réponse revenait inlassablement. Plus rien de ce qui nie ton existence. J'ai aussi compris que la confrontation directe serait inutile. Elle me renverrait dans le rôle que je connaissais trop bien. Celle qui explique, qui justifie, qui finit par céder pour éviter l'escalade. Je ne voulais plus de cette chorégraphie épuisante. Je voulais un terrain neutre, objectif, légal. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher des informations, discrètement, sans en parler. J'ai lu, j'ai relu, j'ai appris des termes que je n'avais jamais eu besoin de connaître avant. Droits, propriété, procuration, cadre juridique, tout ce qui jusqu'ici me semblait lointain devenait soudain concret. Je découvrais une chose troublante. Ce qui m'avait été présenté comme inévitable ne l'était pas du tout. Beaucoup de décisions supposées logiques n'avaient aucune base solide. Elles reposaient sur une hypothèse implicite, mon accord tacite, et cet accord, je ne l'avais jamais donné. Cette prise de conscience a changé mon rapport à la peur. J'avais longtemps cru que me défendre créerait un chaos irréversible. En réalité, le chaos existait déjà. Il était simplement contenu par mon silence. Cesser de me taire n'allait pas le créer, mais le rendre visible. Je n'étais plus en train de réagir. Je commençais à agir, lentement, méthodiquement, sans colère apparente. J'apprenais à faire ce que je n'avais jamais fait, me préparer sans annoncer mes intentions. Chaque nuit, avant de m'endormir enfin, je me répétais une phrase simple. Tu n'es pas en train de trahir ta famille, tu es en train de te protéger. Cette distinction était essentielle. Elle m'a permis de tenir. Je savais désormais que le combat ne serait ni émotionnel ni spectaculaire. Il serait précis, administratif, presque banal en apparence. Et c'était précisément ce qui le rendrait irréversible. Ces nuits-là n'ont pas été faciles. Elles ont été fondatrices car c'est dans ce silence dense, peuplé de pensées claires et de décisions intimes, que j'ai cessé d'attendre un changement extérieur. J'avais compris que la seule transformation nécessaire était celle que je m'autorisais enfin. Et quand le matin revenait, je n'étais plus seulement une femme blessée. J'étais une femme prête. Une fois la décision prise, tout a changé de texture. Les émotions se sont tassées, laissant place à quelque chose de plus solide, la méthode. Je n'étais plus dans la réaction. J'entrais dans une phase que je connaissais mal mais qui m'a immédiatement convenu. Une phase où chaque geste compte, où l'on avance sans bruit. Je n'ai parlé à personne, ni à mon fils, ni à sa femme, ni même aux rares amis qui auraient pu s'inquiéter. Le secret n'était pas une arme contre eux, mais une protection pour moi.
J'avais appris à mes dépens que la moindre confidence finit toujours par se retourner contre celle qui l'a fait. J'ai commencé par prendre rendez-vous, discrètement, sous un prétexte banal. Personne n'a posé de questions. Les rendez-vous administratifs ont ceci de rassurant, qui n'éveillent aucune suspicion. Ils font partie de la vie ordinaire, et c'est dans cette banalité que se cache leur puissance. Le notaire m'a reçu sans hâte. J'ai apprécié son calme, son absence de jugement. Je n'ai pas raconté toute l'histoire. Je me suis contenté des faits, les dates, les documents, les zones d'ombre. Il a écouté, pris des notes, posé quelques questions précises. Pas une de plus que nécessaire. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas interrompue. On ne me disait pas que je m'inquiétais trop. On ne parlait pas de mon âge. On parlait de droit, de cadre, de ce qui m'appartenait encore pleinement. Je suis sortie de ce rendez-vous plus légère, non parce que tout était réglé, mais parce que je savais désormais que je n'étais pas démunie. Ce sentiment à la change tout. Il redresse la posture. Il rend le regard plus stable. Les démarches se sont enchaînées. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire. À mon nom, rien de spectaculaire. Mais ce simple acte m'a donné l'impression de reprendre un territoire intérieur. Intérieur se tercipi, ici la disson se typicis. J'ai attendu observer encore toujours. J'ai rassemblé mes papiers, les vrais, ceux qui dorment au fond des tiroirs quand on n'en a plus l'usage. Je les ai classés, datés, compris. Chaque document devenait une pièce d'un puzzle que je voyais enfin se former. Je me suis appliquée à rester parfaitement normale, présente, disponible, aimable. J'aidais quand on me le demandait. Je souriais aux bonnes occasions. Personne n'a remarqué le changement, parce qu'il était intérieur, et c'était exactement ce que je voulais. Il m'arrivait de douter, non pas du bien fondé de mes actions, mais de ma capacité à tenir ce rôle jusqu'au bout. Ne rien laisser paraître demande une discipline nouvelle quand on a toujours été transparente. J'apprenais à ne plus tout offrir. J'ai rédigé un testament. Ce mot m'avait longtemps fait peur. Il me semblait définitif, presque morbide. En réalité, il était incroyablement vivant. Il posait des choix clairs. Il me redonnait une voix là où on avait commencé à parler à ma place. Chaque décision était pesée, rien n'était impulsif. Je ne cherchais pas à punir. Je cherchais à rééquilibrer, à remettre chaque chose à sa juste place, la mienne en premier. Je ne me suis jamais sentie aussi calme. Ce calme n'était pas une résignation. C'était une certitude tranquille, celle que, quoi qu'il arrive ensuite, je ne subirais plus. À la maison, rien ne changeait en apparence. Les habitudes restaient les mêmes. Les phrases aussi, c'est pour ton bien, revenaient parfois. Je souriais intérieurement. Ils ignoraient que cette phrase avait perdu tout pouvoir sur moi. Je savais que le moment viendrait, celui où ils comprendraient que ce qui leur semblait acquis ne l'était plus. Je n'avais pas besoin de précipiter ce moment. La patience faisait partie du plan. Préparer cette revanche silencieuse n'avait rien de jubilatoire. Ce n'était pas une victoire anticipée. C'était une reconstruction, une manière de redevenir sujet de ma propre vie, sans éclat, sans bruit. Je découvrais que l'on peut être ferme sans être dur, déterminé sans être violent, et que parfois, la justice la plus efficace est celle que l'on bâtit soi-même, dans l'ombre, pendant que les autres croient encore que rien n'a changé. Ils pensaient gérer mon avenir. Je préparais simplement le mien. Et quand le piège se refermerait, il serait trop tard pour invoquer la bienveillance ou les bonnes intentions. Le jour où tout s'est joué n'avait rien d'exceptionnel. Pas de date symbolique, pas de mise en scène. C'est souvent ainsi que les vérités les plus lourdes tombent, dans un cadre ordinaire, presque banal, qui rend leur poids encore plus difficile à esquiver. Il m'avait demandé de rester pour discuter calmement. Cette expression m'aurait autrefois mise en alerte. Cette fois, elle ne m'a rien fait. J'étais prête, pas nerveuse, précise. Nous étions assis autour de la table du salon, la même que celle de Noël. Le décor n'avait pas changé. Eux non plus, croyaient à ils. Ils pensaient encore que j'allais expliquer, justifier, peut-être m'excuser d'avoir mal compris. C'est elle qui a commencé. On a appris que tu avais pris des rendez-vous sans nous en parler. J'ai levé les yeux. J'ai attendu. Le silence n'était plus une fuite. C'était un espace que je maîtrisais. Mon fils a pris la parole à son tour, mal à l'aise. On aurait aimé être consulté. Cette phrase m'a presque fait sourire. Consulté. Eux qui avaient décidé sans moi. Mais je n'ai rien dit. Je savais que chaque mot serait utilisé pour recentrer la discussion sur mes intentions plutôt que sur leurs actes. Elle a sorti un document. Une feuille froissée. On ne comprend pas, tout était organisé. Voilà, le mot était lâché. Organisé, comme si l'organisation justifiait l'exclusion, comme si la méthode effaçait l'injustice. J'ai alors posé sur la table une enveloppe.
Une seule, sobrée. Officielle. Je n'ai pas ouverte. Je l'ai simplement laissée là entre nous. La présence suffisait. Ils ont compris avant même de lire. Les corps réagissent toujours avant les mots. Elle s'est raidie. Mon fils a pâli. Personne n'a parlé pendant quelques secondes. Qu'est-ce que c'est? A Atea demandé. Je me suis contentée de dire ce que vous pensiez avoir réglé sans moi. Ils ont ouvert l'enveloppe, lentement. À mesure qu'ils lisaient, les certitudes se fissuraient. Je les voyais perdre pied. Les phrases qu'ils avaient répétées pendant des mois, c'est pour ton bien, on gère, tu faisais-nous confiance, n'avaient plus aucun poids face à ce qui était écrit noir sur blanc. Mon fils a levé les yeux vers moi. Tu ne peux pas faire ça sans nous. Je l'ai regardé calmement. Si? Un seul mot. Pas de justification, pas d'explication supplémentaire. Il n'y avait rien à ajouter. Elle a réagi violemment, colère, déni, accusation déguisée en inquiétude. Tu nous mets devant le fait accompli. Cette phrase, je l'avais entendue dans ma tête des dizaines de fois, mais jamais prononcée par eux. Elle révélait tout. Ils découvraient ce que cela fait d'être mis à l'écart d'une décision qui vous concerne directement. Je suis restée silencieuse. Ce silence, Alan, n'était plus une protection pour eux. C'était une frontière. Les supplications sont venues ensuite, plus basses. Plus confus cesse, on peut trouver un arrangement. On ne voulait pas en arriver là. Je n'ai pas répondu, chaque tentative confirmait ce que je savais déjà. Ils ne avaient jamais envisagé de me consulter tant que rien ne leur échappait. La confrontation n'a pas duré longtemps, il n'y avait plus rien à négocier. Le piège ne s'était pas refermé brutalement, il s'était refermé avec la lenteur implacable de ce qui est légal, clair, irréversible. Je me suis levée la première. J'ai fait ce que j'avais à faire. C'était la seule phrase nécessaire. En quittant la pièce, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de triomphe, pas de soulagement immédiat, une forme de neutralité, comme si un chapitre s'était fermé sans bruit. Derrière moi, je les ai entendus parler à voix basse, se disputer, se reprocher. Les mots flottaient sans me toucher. Ce chaos-là ne m'appartenait plus. Ce jour-là, je n'ai rien gagné contre eux. Mais j'ai récupéré quelque chose d'essentiel. Le droit de ne plus me taire quand mon silence sert les intérêts des autres. Le piège s'était refermé, pas par vengeance, par cohérence. Et pour la première fois, mon silence était du côté de la justice. Après cette confrontation, je n'ai pas assisté à l'explosion. Je l'ai deviné. Les familles ne s'effondrent pas toujours dans un fracas immédiat. Souvent, elles se fissurent de l'intérieur, lentement comme une maison dont les murs tenaient grâce à un pilier qu'on a retiré sans prévenir. Je n'étais plus au centre. Et pourtant tout tournait autour de ce qui venait d'être révélé. Les jours suivants, les messages ont afflué. Pas vers moi d'abord. Entre eux, je le sais parce que le ton a changé. Les silences se sont faits lourds, les regards fuyants. Quand on se croisait, les phrases étaient courtes, prudentes, comme si chaque mot risquait d'aggraver quelque chose irréversible. On cherchait un responsable, toujours. C'est plus simple que d'admettre une mécanique collective. Elle reprochait à mon fils de ne pas m'avoir préparé. Il lui reprochait de m'avoir brusqué. Chacun réécrivait l'histoire pour ne pas se reconnaître dans ce qui avait été fait. Je regardais cela avec une distance nouvelle. Pas de satisfaction, pas de tristesse non plus. Une observation presque clinique. J'avais cessé d'être impliqué émotionnellement parce que l'essentiel était déjà acté. Ce qu'ils vivaient désormais leur appartenait. On m'a accusé, bien sûr, pas frontalement. À demi-mot. Si tu avais parlé plus tôt, on ne savait pas que tu prendrais comme ça. Comme si le problème avait été ma réaction et non l'acte initial. Je n'ai pas répondu. Je savais que toute tentative d'explication serait perçue comme une justification excessive, voire une provocation. Le silence, cette fois, n'était plus une fuite. Il était une limite. La famille a commencé à se désorganiser. Les rôles que j'occupais implicitement, amortir, traduire, adoucir sont restés vacants. Personne ne les a repris. Les tensions, autrefois filtrées par ma présence discrète, sont apparus à nu. Mon mari surtout semblait perdu. Il oscillait entre colère et déni. Il ne comprenait pas comment tout avait pu lui échapper aussi vite. Je le voyais découvrir une chose qu'il n'avait jamais envisagée. L'équilibre qu'il croyait solide reposait en grande partie sur mon effacement. Un soir, il m'a dit presque accusateur. « Tu as tout fait basculer. » Je l'ai regardé longtemps avant de répondre. « Non. » J'ai cessé de retenir ce qui tombait déjà. Il n'a rien ajouté. Il n'avait plus de mots pour contester cela. Autour de nous, les alliances se défaisaient. Ceux qui soutenaient hier se faisaient plus discrets. Certains évitaient les rencontres familiales. D'autres tentaient de recréer un semblant d'unité. Mais sans la structure silencieuse que j'assurais autrefois, tout sonnait faux.
Je me suis rendu compte à quel point mon silence avait été un outil de gestion collective. Tant que je me taisais, chacun pouvait croire que tout allait bien. Dès que ce silence changeait de camp, la vérité devenait impossible à ignorer. Je n'étais plus sollicité pour réparer, plus appelé pour rassurer. Cette absence de demande me a confirmé une chose essentielle. Ce que l'on attendait de moi n'était pas une présence, mais une fonction. Et cette fonction, je l'avais définitivement abandonnée. Il y a eu des tentatives de retour en arrière, des propositions flots, des « on peut encore s'arranger ». J'ai refusé d'entrer dans ces discussions, non par rigidité mais parce que je savais qu'elles visaient moins à réparer qu'à retrouver l'ancien confort. L'éclatement familial n'a pas été une punition, il a été une conséquence logique. Quand on construit un système sur l'effacement d'un seul, il suffit que cet effacement cesse pour que tout se déséquilibre. Je n'ai pas cherché à reconstruire ce qui se défaisait. Ce n'était ni mon rôle, ni ma responsabilité. J'avais déjà choisi autre chose, me retirer du centre sans disparaître. Dans ce chaos feutré, j'ai compris que je n'étais pas la cause du désordre. J'en étais la révélatrice. Et cette distinction m'a apporté une paix inattendue. Pendant qu'ils tentaient encore de comprendre ce qui leur arrivait, moi, je regardais déjà ailleurs, vers un espace plus calme, plus juste, où ma présence n'aurait plus à servir de colle à des fractures invisibles. Je ne suis pas partie dans la précipitation. Je n'ai claqué aucune porte. Je me suis retirée comme on retire la main d'un objet devenu brûlant. Avec calme, sans colère, mais avec la certitude que rester m'aurait détruite davantage. Le lieu où je me suis installée n'avait rien de spectaculaire. Un petit appartement lumineux, dans une ville tranquille, où personne ne me connaissait comme la mère d'eux ou la belle amère d'eux. Là-bas, j'étais simplement moi. Un nom sur une boîte aux lettres. Un visage qui devenait familier pour le boulanger. Cette simplicité avait un goût de liberté que j'avais oublié. Les premiers jours, je n'ai presque rien fait. J'ai ouvert les fenêtres chaque matin, laissant entrer la lumière sans me demander si je avais le droit de prendre de la place. J'ai déballé mes affaires lentement, sans urgence, comme pour dire à mon corps que plus personne ne me pressait, ne m'attendait, ne me surveillait. Mon sommeil a changé avant même que mes pensées ne s'apaisent. Je dormais plus profondément, sans me réveiller à cause d'une phrase mal interprétée, d'un regard à analyser, d'un silence à combler. Ici, le silence n'était plus une menace. Il était un espace. Un espace où je pouvais enfin respirer sans justification. Je me suis mise à marcher chaque jour, sans but précis, sans horaire. Je laissais mes pas décider. Certaines rues revenaient souvent, comme si mon corps avait besoin de répétition pour se rassurer. D'autres jours, je changeais de direction, timidement, comme un exercice discret de liberté retrouvée. Je pensais encore à ma famille parfois, mais sans cette douleur sourde qui m'accompagnait autrefois. Je les regardais désormais comme on regarde un chapitre refermé. Ce qui se passait entre eux ne dépendait plus de moi. J'avais cessé d'être le point d'équilibre silencieux sur lequel tout reposait. Les messages ont continué un temps, hésitants. Prudente, tentative de contact, je répondais quand je le souhaitais, sans empressement, sans colère, sans promesse non plus. J'avais compris que la disponibilité permanente est une autre forme d'effacement. Désormais, je choisissais. Je réfléchissais beaucoup à la notion de pardon, pas comme une obligation morale, mais comme une possibilité intime. Pardonner, et ai-je compris, ce n'est ni excuser ni oublier, c'est décider de ne plus porter un fardeau qui n'est plus le sien. J'ai choisi de déposer ce poids-là, non pour eux, pour moi. J'ai repris des habitudes que j'avais abandonnées sans m'en rendre compte. Lire longtemps sans me sentir inutile. Écrire quelques lignes sans chercher à être comprise. Cuisiner selon mes envies, sans ajuster mes goûts à ceux des autres. Ces gestes ordinaires ont rendu quelque chose de fondamental, le sentiment d'être souveraine de ma propre vie. Un après-midi, en regardant la lumière décliner derrière la fenêtre, j'ai réalisé que je n'appréhendais plus les fêtes à venir. Noël n'était plus une épreuve ni un test affectif. Il redevenait une date parmi d'autres. Cette neutralité m'a semblé être une victoire discrète mais décisive. Cette nouvelle vie n'avait rien d'une revanche prolongée. Elle n'était pas tournée contre eux. Elle était tournée vers moi, vers une cohérence que je n'avais jamais connue. Je ne cherchais plus à prouver qu'ils avaient eu tort, je cherchais seulement à vivre juste. Je savais que je ne reconstruisais pas une famille idéale. Je construisais quelque chose de plus solide, une place intérieure. Une place qui ne dépend plus d'une invitation, d'un regard approbateur ou d'un silence stratégique. Parfois, je pensais aux femmes qui vivent encore dans ces familles où la bienveillance masque le contrôle,
où l'amour exige le sacrifice d'une seule. J'aurais voulu leur dire qu'il existe une sortie, qu'elle n'est pas bruyante, qu'elle ne demande ni permission, ni validation, qu'elle commence par une décision simple et profonde, se choisir. Cette vie nouvelle ne promettait pas le bonheur constant, elle promettait mieux la justesse, une justesse qui ne s'achète pas au prix de l'effacement. Et dans cette paix sobre, sans éclat mais durable, j'ai compris que ce que j'avais quitté n'était pas une famille, mais un système où l'amour avait toujours un prix et où j'étais la seule à le payer. Il m'arrive encore certains soirs de repenser à cette phrase qu'elle répétait avec tant d'assurance: c'est pour ton bien. Longtemps, ces mots ont eu sur moi un effet anesthésiant, et calmaient mes doutes, étouffaient mes résistances, rendaient mon malaise presque légitime. Aujourd'hui, je les entends différemment, non plus comme une attention, mais comme une manière élégante de me faire taire. Je regarde mon passé sans colère, je ne le renie pas. J'y vois une femme qui a aimé, qui a donné, y a cru qu'en se faisant plus petite, elle protégerait ce qui comptait. Je n'étais ni naïve ni faible, j'étais loyale, et la loyauté, quand elle n'est pas partagée, devient une frontière dangereuse. Pendant des années, j'ai confondu paix et renoncement. Je croyais que le calme valait mieux que la vérité, que l'harmonie justifiait quelques silences de trop. Je n'avais pas compris que ces silences s'accumulaient, qu'ils devenaient une matière sur laquelle d'autres finissaient par s'appuyer pour décider à ma place. On parle souvent du courage comme d'un geste visible, dire non à voix haute, claquer une porte, partir en faisant du bruit. Mais il existe un courage plus discret, plus coûteux aussi, celui de rester calme quand on vous pousse à disparaître, et d'agir sans expliquer, sans convaincre, sans chercher à être approuvé. Je n'ai pas gagné contre eux, cette idée ne m'intéresse plus. Gagner suppose une lutte, un camp, une revanche. Ce que j'ai fait est différent. J'ai cessé de jouer un rôle qui me vidait. J'ai repris une autorité que j'avais laissée glisser doucement par habitude, par amour, par peur de rompre. Il y a eu des moments de doute, des instants où je me suis demandé si je n'avais pas été trop loin, si je n'aurais pas dû encore patienter, encore pardonner avant même qu'on me le demande. Puis je repensais aux dossiers préparés sans moi, aux décisions prises en mon absence, à cette certitude tranquille avec laquelle on avait parlé de ma vie comme d'un problème à gérer. Et le doute s'effaçait. Le silence a changé de sens. Avant, il me protégeait à court terme, mais me détruisait lentement. Aujourd'hui, il est un espace que je choisis. Je me tais non pour éviter un conflit, mais parce que je n'ai plus rien à justifier. Cette différence est immense. Elle m'a rendu plus solide que toutes les explications que j'aurais pu donner. Je pense souvent aux femmes qui vivent encore dans cet entre-à-deux inconfortable, celles qui arrangent, qui minimisent, qui se disent que ce n'est pas si grave, que c'est sans doute pour leur bien. Elles ne manquent pas de force, elles en ont trop donné aux autres, jamais gardé pour elles. À celles-là, j'aimerais dire qu'il existe une sortie qui ne passe ni par la violence, ni par la rupture spectaculaire. Une sortie lente, précise, presque invisible. Elle commence le jour où l'on cesse de demander la permission d'exister pleinement. Le jour où l'on décide que l'amour ne peut plus exiger l'effacement. Aujourd'hui, je vis sans dette affective. Je choisis mes silences comme je choisis mes paroles. Je n'attends plus d'être invitée pour me sentir légitime. Ma place n'est plus négociable, parce qu'elle ne dépend plus du regard des autres. Il m'arrive encore de ressentir une légère mélancolie. Pas pour ce que j'ai perdu, mais pour le temps passé à croire que me taire était une preuve d'amour. Cette mélancolie n'est pas une blessure ouverte, c'est une cicatrice nette. Elle me rappelle que la paix a un prix, mais qu'il est toujours inférieur à celui de la disparition de soi. Si je devais transmettre une seule chose, ce ne serait ni un reproche ni un regret. Ce serait une certitude acquise tardivement, mais définitivement. On peut être douce sans être soumise, aimante sans être effacée, calme sans être confisquée. Et si aujourd'hui je me permets ce dernier mot, ce n'est pas pour conclure une revanche, mais pour poser une vérité simple, adressée à celles et ceux qui se taisent trop longtemps en croyant protéger l'essentiel. Le silence peut aussi être une forme de justice.